Donc nous allons commencer par la première session sur donc l'approche à l'échelle de la parcelle, et puis donc accueillir Francesca Zavagli du CTIFL qui va nous présenter donc un panel des leviers prometteurs étudiés pour l'arboriculture fruitière. Bonjour à tous. Donc, Francesca Zavagli, j'ai en charge le programme Santé des plantes et biocontrôle au CTIFL. C'est à ce titre que je vais présenter quelques études qui nous permettront donc de voir l'avancement des travaux sur les méthodes et techniques alternatives et également les freins. Donc, le premier slide, c'est au fait que j'ai animé un groupe de travail européen en 2021. Et donc, il y avait 19 experts et 13 pays représentés. Et l'idée, c'était de travailler sur la thématique de la réduction des produits phytosanitaires. Et on a donc listé quelles sont aujourd'hui les méthodes alternatives qui sont déjà pratiquées, et surtout avec les smileys vert, noir et rouge, quelle efficacité ils ont. Alors, je ne vais pas les passer en revue. Quand on parle de produits alternatifs, ce sont les produits à base de micro-organismes, de macro-organismes, les extraits de plantes ou des médiateurs chimiques. Et vous voyez qu'il y a des smileys de toutes les couleurs, puisqu'effectivement, les niveaux d'efficacité sont très partiels. Quand on parle de méthodes alternatives, on parle également de barrières physiques ou la génétique, ou également les techniques culturales ou mécaniques. Donc là aussi, je ne passe pas en détail, mais vous voyez que les smileys dans les différents pays, à dire d'experts, sont partiellement efficaces. Je vais commencer par la première thématique qui est la tavelure. Donc, dans le projet, le plan alternatif d'urgence phytosanitaire fruits et légumes, on travaille la tavelure sur 2 angles différents, c'est-à-dire la réduction de l'inoculum et également le choix des produits selon des règles de décision qu'on a définies avec une modélisation du risque tavelure. Donc, la règle de décision dit que quand le risque est faible, on utilise un certain nombre de produits de biocontrôle. Tous ne sont pas homologués, certains ont des dérogations. Et quand le risque est plus élevé, on va encore se permettre d'utiliser du cuivre, voire de la dodine. Donc là, c'est un exemple de 2023 qui a été fait au CEFEL, station d'expérimentation du Tarn-et-Garonne. Donc vous avez la pression tavelure qui est indiquée par la modalité M1. Et ensuite, M2, c'est la référence. 3, 4 et 5, ce sont les règles de décision qui ont été appliquées avec des produits de biocontrôle et de la prophylaxie ou pas de prophylaxie, voire un double broyage. Ce qu'on voit, c'est que les résultats sont intéressants. On atteint moins de 20% d'attaque sur les pousses et environ 2,5% sur les fruits. Mais le bémol, c'est qu'en 2023, le nombre de rimes supérieur à 600, donc risque élevé, était important. Donc il y a eu 6 fois du cuivre et de la bouillie sulfocalcique sur 10 traitements sur les contaminations primaires. Donc ce n'est pas toujours évident de se dire je vais faire que des produits de biocontrôle. Un autre travail qui a été fait sur 12 années, c'était principalement à Langsade, mais d'autres relais ont été pris, c'était de voir l'impact de la bâche anti-pluie contre la tavelure. L'atout, ça a été de l'observer également sur les maladies de conservation, les gliosporioses, et de voir qu'il y avait une bonne barrière par rapport à cette pluie. Il y avait d'autres effets également, c'était sur la rugosité ou sur les coups de soleil, voire même le gel. Par contre, les limites, c'est que l'efficacité a été très variable sur ces 12 années selon les sensibilités variétales, selon la pression qu'on a eue par rapport à la tavelure. D'autre part, on change quand même le microclimat sous les bâches. Donc, au fait, on a provoqué l'apparition d'autres bioagresseurs comme l'oïdium, le puceron, la nigère, voire les maladies d'été précoce. La bâche provoque également un ombrage. Donc, il y a un effet sur la physiologie de l'arbre. Donc, nous avons observé sur une variété comme Rosiglo, avec différents systèmes d'irrigation, des chutes de rendement non négligeables, puisqu'en cumul, ça peut aller jusqu'à 40 tonnes hectares. Le coût est également important, et puis surtout, la durée de vie de ces bâches est en dessous de celle des filets paragrèles, donc maximum 4 ans, et extrêmement sensible aux intempéries. Et puis, certains producteurs nous ont aussi parlé de nuisances sonores, et notamment à la Morinière, des grosses difficultés de gérer l'entrerang, puisque l'eau s'accumulait là. Une autre façon de travailler la tavelure, nous la faisons notamment à Langsade, mais ça a été également fait à la Morinière, c'est de faire du screening en conditions contrôlées sur des semis ou sur des plantes greffées, où on va inoculer artificiellement et appliquer en préventif ou en curatif différents types de biocontrôle. Donc là, c'est juste 2 exemples avec des extraits de plantes ou des parois de levure. Donc on voit que là, un essai nous a montré
des effets intéressants avec l'huile essentielle d'orange, c'est le graphique de gauche. Avec les parois cellulaires de levure, c'est moins évident. Mais là, on est en screening, c'est-à-dire qu'on est en conditions contrôlées. Dès qu'on va sortir au verger, on va devoir tenir compte de toutes les conditions qui vont favoriser ou défavoriser l'efficacité de ces produits. Et après, il va falloir qu'on apprenne à les intégrer dans les stratégies. Et enfin, le projet porté par l'INRAE. Par l'INRAE, c'est donc un projet qui permet de se dire qu'on va croiser deux types de souches, des souches de tavelure de Pyrancanta avec des souches qui sont dans nos vergers, donc d'Inequalis, du pommier. Et la descendance, ça a été observé en conditions contrôlées de ces deux croisements de souches, nous permet d'avoir des hybrides qui sont non pathogènes. L'idée, c'est ainsi, c'est très prospectif, c'est de réduire l'inoculum dans le verger et éventuellement aussi provoquer la défense de l'arbre contre la tavelure. Le projet est en cours, je n'ai pas de résultats à vous présenter. Je vais passer à un autre ravageur, cette fois-ci le puceron cendré. Donc là, c'est un tableau que m'a fourni la Pugère et le CETA de Cavaillon au bout d'une dizaine d'années d'études. L'idée, c'est comme pour la tavelure, agir sur la biologie du puceron, que ce soit le puceron cendré ou le puceron mauve, en provoquant, en cassant son cycle, c'est-à-dire en défoliant les feuilles à l'automne, avec des chélates de cuivre, voire d'autres produits, puisque le cuivre s'accumule également sur le sol. Avec des sulfates de zinc, on a provoqué des toxicités. Le chélate de calcium n'a été travaillé qu'une seule fois. Mais les efficacités de défoliation et donc de casser le cycle, d'empêcher les pucerons de venir pondre sur l'arbre est très intéressant et atteint les 90%. Par contre, le gros bémol, c'est ce n'est possible de faire que sur des variétés qui sont récoltées tôt, puisqu'on ne va pas mettre des sulfates, des chélates de cuivre sur la récolte. Une autre façon de faire, c'est la deuxième partie du tableau, c'est pas d'intervenir sur la défoliation, mais directement sur l'insecte avec des produits de biocontrôle comme des acides gras ou le Noripro qui provoque, c'est un polymère qui provoque une certaine barrière. Donc là, les efficacités sont un peu moindres, on atteint entre 60 et 80% d'efficacité, mais c'est également intéressant pour limiter les populations. Une autre façon de travailler, et je pense que Hélène va après en parler, c'est d'utiliser des plantes de service contre le puceron. Donc là, c'est un exemple dans le projet Casdar sympa. Donc les plantes de service qui ont été travaillées, c'est la tagette et le romarin. En pointillé, c'est les modalités où il n'y a pas eu de plantes de service. En ligne continue, ce sont celles où il y a eu des plantes de service. Déjà, on voit que la tagette qui est en jaune a eu une efficacité supérieure au romarin. On voit aussi que la dynamique est quand même la même. L'idée, c'était de se dire, est-ce que je peux me passer du post-floral? Donc en pré-floral, il y a bien eu des traitements, que ce soit avec les plantes de service ou sans les plantes de service. Il y a eu une huile, il y a eu un imazal en pré-floral. Mais sur les modalités où il n'y a pas eu de plantes de service, on a pu se passer des post-floraux. Ici, encore 2-3 graphiques qui montrent au fait, la population des pucerons. Plus sévère, moins il y a de pucerons. Donc celle du milieu, avec la modalité tagette opale, variété en agriculture biologique, on voit qu'il y a le moins de pucerons. Une autre façon de travailler la réduction des produits phytosanitaires, ce sont les techniques d'application innovantes. Donc au CTFL de Langsade, on travaille avec le CETEV depuis plusieurs années la micro-injection. Donc là, c'est un exemple de micro-injection avec des produits chimiques ou de biocontrôle. Le graphique de gauche indique les travaux qu'on a fait avec, en 2017 en injectant qu'une seule fois, c'est-à-dire au printemps. Et on voit que la modalité M5 est celle où il y a eu le plus d'efficacité. C'est donc le Tepiki, le flunicamide, un insecticide classique. Donc, et la modalité M3, c'est le Movento, c'est le spinosade, et a également une efficacité à 100%, mais le Movento a provoqué des phytotoxicités. En 2023, on a répété ces interventions, mais avec une intervention supplémentaire, c'est-à-dire à l'automne et au printemps. Et donc là aussi, on voit des efficacités entre 81 et 94% obtenus avec le Tepiki et le Nimazal. Passons maintenant à des fruits à noyaux, donc la cerise avec le drosophile. Ça, c'est vraiment l'exemple d'étude où toutes les méthodes alternatives et techniques sont travaillées. Alors la plus importante, la base de la protection globale, c'est naturellement la prophylaxie, en mettant les fruits qui sont attaqués dans des conteneurs hermétiques pour les solariser.
L'efficacité la plus élevée qui a été obtenue jusqu'à présent, c'est avec les filets. La condition, c'est que ces filets, qu'ils soient monoparcelles ou monorois, soient complètement hermétiquement fermés. Par contre, il y a un coût. Par contre, il y a un microclimat qui est modifié et il faut en plus assurer la pollinisation en rajoutant des ruches à l'intérieur de ces vergers. Parmi les produits de biocontrôle, aujourd'hui, il n'y a que le kaolin qui a donné des efficacités autour de 80. Le problème, c'est que ça trace et donc il faut nettoyer ces fruits. L'acide citrique est une solution, mais aujourd'hui, elle n'est pas homologuée. Autre façon de travailler la drosophile, c'est les parasitoïdes, donc la lutte biologique. Il y a 2 candidats, un indigène et un exotique. Pour l'exotique, il faut des demandes d'introduction qu'on a obtenues. Donc les premiers lâchers ont pu être faits cette année avec Ganapsis. Mais bon, les efficacités, vous les voyez, en conditions contrôlées, on est autour de 35 à 45. Je pense qu'il faut toujours voir toutes ces solutions comme un complément dans une stratégie globale. Il faut les intégrer tous ensemble. Les plantes pièges, c'est une piste intéressante en laboratoire avec le pyrancantha, pas encore été travaillée en verger. Le piégeage massif, on l'utilise à la fois pour faire de la surveillance. Vous avez sûrement déjà vu les bouteilles rouges avec du vinaigre et du vin et de l'eau, ça attire. Par contre, en termes de lutte vraiment efficace, c'est dans les pressions faibles à moyennes, avec toujours en complément. Et puis, mais j'en parlerai un peu plus tard, la tisse, qui est le lâcher de mâle stérile. Ça aussi, ça n'a pas encore été travaillé en verger de cerises, mais sous abri en fraises, avec 7 semaines de lâcher, il y a eu 5 fois moins de fraises attaquées. La problématique, c'est de pouvoir produire ces insectes en masse. Autre ravageur que je voulais partager avec vous, ce sont les punaises. Donc là, c'est le projet support en pommier. Donc 3 types de pistes de travail. Donc les filets alt-carpo, comme pour la drosophile, sont tout à fait intéressants. Donc dans le graphique, on voit, on est à des teneurs de 25% de fruits attaqués. Et on peut réduire jusqu'à 1 à 2%. Mais là aussi, le filet, il y a un coût. Le filet doit être complètement hermétique. Et puis, il faut jongler par rapport à la pollinisation. Le piégeage massif pour les punaises, aujourd'hui, n'a pas encore donné de résultats suffisamment encourageants. Les plantes de service, par contre, sont travaillées aussi en noisettes avec l'ANPN. Les plantes de service, ça peut être du tournesol, du sorgho et soja. J'ai visité la parcelle. Bon, non seulement ça prend pas mal de place, mais en plus, il faut vraiment s'atteler à l'entretien de cette bande de service. Il faut l'irriguer. Il faut après, une fois que les punaises sont piégées dans cette bande de service, il faut également les détruire. C'est pas évident de trouver le bon moment entre l'installation de la bande de service et la biologie de l'insecte. Donc il y a encore du travail à faire également sur cet aspect-là. Un autre angle d'attaque, c'est la protection mécanique. Donc là, c'est dans un projet qui s'appelle Bugsbuster. Donc ça a commencé en 2022 avec l'utilisation d'une effeuilleuse qui a permis effectivement de sortir d'expulser principalement les punaises adultes à peu près 1 mètre, 1,5 m de la canopée. Et en 2023, le problème c'était que les punaises, elles retombaient. Donc en 2023, ils ont pris un autre type de machine, donc tout simplement une soufflerie, un pulvérisateur, qui lui effectivement a pu faire sortir plutôt les larves jusqu'à 90%, mais là aussi à une distance de 2 mètres. Et après, le problème, c'est qu'il faut pouvoir les récupérer. Donc là, les freins aujourd'hui sont quel type d'équipement on va pouvoir prendre. On a aussi étudié le meilleur moment de l'utiliser, c'est plutôt en fin de journée. Et à plus long terme, comme pour la drosophile, il y a la lutte biologique qui peut être envisagée. Il y a des travaux qui sont menés par l'INRAE et la NPN avec Trizolcus, qui aujourd'hui est déjà introduit en Italie. Il y en a un autre qui est aujourd'hui commercialisé, mais pas encore en France. Et pour finir, donc, la tisse. Donc, ça, c'est un travail qui est déjà développé depuis plusieurs années dans d'autres continents, notamment le Canada. Donc, nous, on le travaille sur les vergers de noyer contre le carpocaps. Donc en 2022, on a fait des lâchers manuels. C'était surtout pour voir la répartition homogène à la fois des stériles et leur répartition par rapport aux fertiles. En 2022, on avait encore combiné la tisse avec la confusion sexuelle en G1, donc sur la première génération, mais en G2, on n'avait fait que de la tisse et on n'avait pas vu de différence significative entre les attaques sur les 4 vergers qui ont été en étude. On a également étudié l'impact sur la biodiversité, c'est-à-dire les chauves-souris et la flore des sols. Donc là aussi, jusqu'à présent, on n'a pas vu d'impact.
Donc les travaux ont continué en 2023 avec une nouveauté, on a fait les lâchers avec des drones pour avoir une distribution plus homogène. Et dès la G1, on n'a fait que de la tisse. Et aujourd'hui, en tout cas sur ces 4 vergers, on n'a pas eu de différence significative avec la confusion sexuelle. Par contre, voilà, vous avez une petite photo, c'est l'unité Pilotis qui est à Balandran, donc dans laquelle on fait les élevages de carpeaux, mais également de drosophiles pour la stérilisation. La stérilisation, elle se fait par ionisation à Grenoble. Mais la limite qu'il y a aujourd'hui, c'est la production massive de ce genre d'insectes. Toute l'organisation pour le lâcher, puisque vous voyez, ce sont des lâchers hebdomadaires. Et puis le coût, naturellement, et la perception de la société. Voilà, ça a été vraiment super rapide parce qu'on m'a donné que 15 minutes pour vous faire une petite présentation sur tout ce qu'on fait aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Donc, je suis ouverte à toutes questions et surtout, peut-être qu'on échangera pendant la journée. Merci. Merci Francesca. On va passer la parole. Alors, il y a juste 2 intervenants et après, on fera un temps d'échange entre Avignon et Angers. Donc, on va passer la parole à... Donc, ça va être une présentation à 2 voix maintenant. Pour vous présenter les leviers et les combinaisons de leviers qui sont travaillés dans le cadre du projet Cap Zéro Phyto, par Marie-Noëlle Brisset et Hélène Gauthier, à Avignon. Bonjour à tous. Les diapos sont un peu coupés là. J'espère que ça va s'améliorer. Voilà. Alors on va vous présenter avec Hélène ce projet Cap Zéro Phyto qui consiste à adapter le concept d'immunité écologique à la protection des cultures chez les rosacées et les solanacées. C'est à moi de passer les diapos. Donc, je vais commencer ma présentation par un rappel sur le principe de l'immunité. Chez les animaux, cette immunité repose sur à la fois de l'immunité innée, qui consiste à la constitution de barrières physiques, barrières chimiques et de phénomènes de phagocytose, et d'une immunité acquise qui repose sur la production d'anticorps. Chez les plantes, l'immunité est beaucoup plus simple, puisqu'il n'y a pas d'immunité acquise, mais elles sont capables de développer des barrières physiques et chimiques qui limitent les progressions des bioagresseurs, et c'est ce qu'on appelle les défenses des plantes. Alors chez les animaux et chez les humains, on en a beaucoup parlé pour le Covid, il y a énormément de sources de variabilité de l'expression de cette immunité qui dépend de la génétique de l'individu, des agents pathogènes, des facteurs abiotiques, du microbiote et autres facteurs. Et bien chez les plantes, c'est exactement la même chose. Vous allez retrouver comme source de variabilité la génétique des plantes, les agents pathogènes, les facteurs abiotiques. Là, ça consiste en des facteurs abiotiques liés à l'environnement, tels que le climat et les pratiques culturelles, le microbiote et autres facteurs. Alors, c'est tout l'enjeu de Cap Zéro Phyto, c'est d'essayer d'optimiser cette immunité en mobilisant un maximum ces barrières physiques et chimiques et en utilisant des leviers, si possible, agroécologiques. Alors, c'est une autre présentation du projet. Vous retrouvez l'immunité avec les différents facteurs de variation. Donc, dans le projet, on travaille principalement sur 5 leviers. La génétique, et au niveau des pratiques culturelles, l'application de SDP, ou stimulateurs de défense des plantes, l'application de flash d'UVC, la nutrition azotée et l'utilisation de plantes de service. Et puis, on regarde également l'application d'autres facteurs tels que la diversité des bioagresseurs, les conditions climatiques et le microbiote. C'est un projet qui concerne essentiellement la pomme et la tomate, mais on étudie également dans une moindre mesure la pêche, la fraise et le piment. Et vous avez ici la localisation des 11 partenaires sur la France, avec 2 gros pôles, l'un à Angers, l'autre à Avignon. Et c'est ce qui a un peu conditionné l'organisation de cette journée en duplex. Je vais surtout focaliser la présentation sur le pommier. Et les bioagresseurs qu'on étudie dans le projet sont Venturiae equalis, agent de la tavelure, Erwinia mulivora, agent du feu bactérien, et Disavis plantagenia, le puceron cendré. La stratégie globale du projet, c'est d'étudier chaque levier individuellement, mais surtout de les combiner.
Et on travaille à la fois en conditions contrôlées, un peu comme l'a expliqué Francesca, sur des jeunes semis ou des plants greffés, et puis également en verger, où nous avons des systèmes expérimentaux pour faire des essais analytiques et des essais systèmes. Les leviers qu'on a choisi d'étudier, alors pour la génétique, on focalise surtout sur la résistance à la tavelure. Bon, les plantes de service visent bien évidemment le puceron cendré, et puis les 3 autres leviers visent les 3 bioagresseurs, si possible, en même temps. Je vais commencer par une présentation des leviers individuels. Pour le levier génétique, on focalise sur une descendance qui s'appelle la famille F et qui est issue du croisement de 2 génotypes. TN18 qui porte un caractère de résistance partielle sur le chromosome 1 qui s'appelle T1 et Fiesta qui porte 2 caractères de résistance partielle F11 et F17 sur les chromosomes 11 et 17. Et dans les descendants de cette famille, on a toutes les combinaisons possibles de ces caractères de résistance et on a choisi de travailler sur 4 classes. Des enfants qui ne possèdent aucun caractère de résistance ou qui en possèdent T1 ou F11, F17 ou les 3 ensemble. Et vous avez ici la représentation du phénotypage de ces descendants et des parents après inoculation à la tavelure. Et c'est l'incidence de la maladie. Et vous remarquez que, pardon, je voudrais aller à l'envers, mais j'y arrive pas. Ah oui, c'est le petit. Excusez-moi. Et vous voyez que la sensibilité des 2 parents, moyennement sensible, très sensible, et la sensibilité des descendants, donc très sensible pour sans caractère de résistance, et progressivement une résistance qui augmente, avec une résistance quasi totale quand on cumule les 3 caractères de résistance. Alors ces caractères de résistance, ils sont déjà introduits dans les programmes de sélection du pommier et pourraient aboutir à des variétés à moyen terme. François pourrait en dire plus, je suppose. Au niveau des SDP et UVC, je vais les traiter en même temps parce que c'est le même principe. Il s'agit de traiter les arbres de manière exogène, soit avec des produits, soit avec des UVC pour activer les défenses. On a un gros travail de criblage des produits et donc des UVC sur leur capacité à induire l'immunité. Et vous avez ici le résultat d'un criblage de quasi 100 produits. Avec les UVC, vous les voyez positionnés. Bon, le meilleur des inducteurs de défense du pommier reste le Bion, mais qui n'est pas un produit homologué sur pommier. Mais par contre, je vous ai mis là 2 produits, le Limocide et le Sorial, qui sont homologués sur pommier, qui ne sont pas trop mal placés, et les UVC non plus. Ensuite, pour les meilleurs de ces produits et les UVC, on regarde leur capacité de protection, et puis on analyse aussi s'ils ont des activités biocides vis-à-vis des 3 bioagresseurs. La difficulté, alors, c'est qu'on a finalement peu de nouvelles matières actives à action SDP. Alors, dans tous les produits qu'on teste, on est très large. On regarde les produits déjà commercialisés à action SDP, revendiquant une action SDP, les biostimulants, les PNPP, avec des revendications plus ou moins claires d'activation des défenses. Et puis le gros problème, et ça Francesca en a parlé aussi, c'est comment intégrer ces produits et les UVC dans l'itinéraire technique du pommier. Et on fait donc des essais pour ça. Au niveau du levier azote, on est parti sur l'hypothèse suivante. Lorsqu'une plante est en carence en azote, elle a plutôt tendance à induire son métabolisme secondaire. Et c'est dans le métabolisme secondaire qu'on va trouver des métabolites à action antimicrobienne, insecticides ou précurseurs de renforcement des parois. Donc c'est plutôt favorable à l'expression des défenses et donc à l'expression de l'immunité. Par contre, quand on est en excès d'azote, on va plutôt favoriser le métabolisme primaire et donc la croissance de la plante et donc défavoriser l'expression de l'immunité. Donc tout l'enjeu là, c'est d'essayer de réduire un peu la nutrition azotée. Et on travaille actuellement sur des combinaisons de diète azotée avec d'autres leviers. Et bien évidemment, les difficultés, c'est lorsqu'on arrive au verger, c'est de limiter l'azote sans trop impacter la productivité.
Et enfin, le levier plante de service, on est sur 3 stratégies pour lutter contre le puceron cendré. Les stratégies répulse et attract, donc répulsive pour le puceron et attractive pour les auxiliaires, qui reposent sur l'utilisation de plantes de service qui produisent des composés organiques volatiles. Donc il y a tout un travail de screening de l'émission de ces composés volatiles chez diverses plantes. Et vous avez ici un exemple de résultat de pattern d'expression de ces composés volatiles. Et actuellement, les travaux focalisent sur 5 plantes de service, la tagette, l'amande poivrée, le lavandin, le basilic et le fenouil. La troisième stratégie est une stratégie reward pour, cette fois-ci, récompenser, alimenter les auxiliaires. Et on travaille particulièrement sur des plantes qui produisent du nectar extrafloral, c'est-à-dire sur les parties végétatives des plantes. Et on focalise nos recherches sur la févrole, la vesse et le pêcher, qui lui-même producteur de nectar extrafloral. Là aussi, l'enjeu, c'est la difficulté, c'est d'introduire ces plantes de service dans et autour des vergers pour qu'elles soient efficaces. Je vais passer la parole maintenant à Hélène qui va vous exposer nos travaux sur la combinaison de leviers déjà en conditions contrôlées avec 3 exemples de résultats. Donc, on a vu des résultats sur une efficacité partielle des leviers utilisés individuellement. Et l'objectif maintenant, c'est d'améliorer leur efficacité en proposant des stratégies de combinaison de ces leviers. Et je vais vous présenter 3 résultats qui correspondent à des activités d'efficacité. Donc, voilà. Donc, en couplant, par exemple, le levier génétique et le levier SDP, donc vis-à-vis de la tavelure, on a repris donc les descendants qui ont été présentés tout à l'heure par Marie-Noëlle, qui présentent différents caractères de résistance à la tavelure, sur lesquels on a appliqué un stimulateur de défense des plantes. Et on a regardé, donc, après inoculation, une vingtaine de jours après, quel était l'effet sur l'incidence de la maladie. Donc, on a ici, à gauche, le témoin qui ne présente pas de résistance à la tavelure. Et on voit que l'application du SDP permet de réduire environ de moitié l'incidence de la maladie. Par contre, quand on couple ce levier avec des leviers génétiques, on arrive très vite à avoir des effets beaucoup plus importants. J'ai l'impression que ça marque, enfin, bon, c'est pas grave. De l'ordre de 86, on le voit, jusqu'à pratiquement 100% de réduction ou de protection des plantes grâce à ce couplage de leviers. Ce qui paraît, donc, on voit bien l'effet additif de ces leviers et c'est ce qu'on cherche à faire dans le projet, trouver des stratégies de combinaison de leviers pour les rendre efficaces. Donc, dans un premier temps, c'est en conditions contrôlées. Un deuxième exemple concerne la combinaison entre les diètes azotées dont a parlé tout à l'heure Marie-Noëlle et les stimulateurs de défense des plantes. Donc, on a travaillé sur des jeunes semis de golden qui ont été placés pendant une dizaine de jours en fertilisation azotée de confort ou avec une diminution, une diète, sans que ce soit une carence. Et lorsqu'on applique le stimulateur de défense des plantes, on va regarder après inoculation, donc cette fois-ci du feu bactérien, de la maladie du feu bactérien, les symptômes après une vingtaine de jours. Et on voit ici clairement qu'à fort nutrition azotée, donc c'est les courbes à gauche, on a, avec l'application du stimulateur de défense des plantes, une diminution uniquement de 30% de l'incidence de la maladie, alors que quand on couple ça avec une diète azotée préalable, on a une diminution, cette fois-ci une efficacité de 82%, ce qui montre l'intérêt. On a non seulement une additivité, mais plutôt une synergie en fait, en couplant ces 2 leviers. Un autre exemple concerne l'utilisation de plantes de service dans les vergers couplées à un autre levier. Donc ici, on est en conditions contrôlées. On a pris l'exemple du basilic pistou parce que c'est plus facile à travailler. Et on a à gauche représenté les différents composés qui sont émis par ce basilic. Donc on réalise des analyses, des prélèvements de composés organiques volatiles, les COV, avant le flash ou 1 heure après le flash UVC. Et on voit qu'on a très peu de variations dans l'émission de ces composés volatiles, mais il faut attendre 24 heures
et pour avoir d'importants effets. Donc si l'on regarde, on a multiplié certaines émissions de composés par un facteur 20, donc ce qui est énorme, voire 72 heures après, on a encore cet effet, et pour certains composés, ils sont multipliés par 30. Et certains de ces composés ont un effet répulsif sur le puceron. Donc reste maintenant pour nous à valider tout ça et de voir quel est leur effet sur la biologie du puceron. Donc on voit bien cette synergie et l'intérêt de coupler ces leviers. Maintenant, on a fait ça en conditions de laboratoire. Le challenge, c'est de réaliser des expérimentations de couplage de leviers maintenant en conditions de production en verger. Et pour ça, on a la chance d'avoir un certain nombre de dispositifs déjà existants à INRAE qui ont été mobilisés. On a 2 vergers qui étaient déjà précédemment implantés à Angers de pommiers, donc sur lesquels on a pu tester des combinaisons entre des SDP et des flashs UVC, d'une part, et entre des SDP et de la fertilisation azotée, d'autre part. Et on a un verger ici sur Avignon de pêcher sur lequel on a testé des combinaisons entre l'introduction de plantes de service et la fertilisation azotée. Donc ces vergers seront présentés soit sous forme de posters sur les différents sites, soit pour ceux qui sont à Avignon, vous pourrez le voir. Et puis on a également, dans le cadre du projet, pu mettre en place de nouveaux dispositifs. Donc, en particulier, pour tester l'effet qui paraissait très intéressant de combiner la fertilisation azotée et l'application de SDP, on a un parc à containers contenant de jeunes pommiers qui a été mis en place, sur lequel on va pouvoir le tester. Et puis, pour coupler l'effet protecteur donc des génétiques observés sur la tavelure, on a implanté ces différents génotypes dans un nouveau verger sur lequel on va pouvoir tester le couplage avec l'utilisation de stimulateurs de défense des plantes et l'introduction de plantes de service. Par ailleurs, dans le cadre du projet, on a réuni des ateliers de co-conception pour aller vers le redesign de nouveaux vergers. Ça s'est traduit, donc dans ces ateliers, on a regroupé des multi-acteurs, à la fois des chercheurs, des techniciens d'expérimentation, des conseillers, etc. Et on a travaillé sur Avignon sur un verger plurispécifique qui comprend 2 variétés de pommiers et une variété de pêcher, sur lequel on va faire des essais analytiques pour étudier principalement l'effet des combinaisons entre azote et plantes de service. Mais à terme aussi, on souhaite étudier les 5 combinaisons de levier. Et sur Angers, il y a eu tout un travail de redesign d'un verger. Et c'est un verger système, en fait, qui a été imaginé suite à ces ateliers et qui permettra de combiner ces 5 leviers et qui sera installé en 2025. Donc, on a vu tout au long du projet, on a vraiment ce souci de pouvoir interagir de façon très importante entre les différents acteurs, de façon à avoir la meilleure efficacité dans les stratégies de combinaison des leviers. Et pour ça, dès le départ du projet, on a réalisé une enquête pour connaître l'état des connaissances en fait, sur les leviers alternatifs aux pesticides. Déjà, cette enquête a été réalisée auprès des arboriculteurs et des conseillers, et les résultats de cette enquête sont synthétisés dans une base de données. Ils ont permis en particulier de répertorier les leviers qui étaient déjà utilisés sur le terrain et leur efficacité ressentie, mais également d'identifier un certain nombre de freins technico-économiques à l'utilisation de certains leviers et de repérer les leviers ou combinaisons de leviers qui seraient intéressants à combiner avec ceux qui sont travaillés dans le cadre du projet Cap Zéro Phyto. Donc, au niveau des difficultés liées à l'utilisation de certains leviers, on a à la fois des freins techniques, des freins organisationnels ou réglementaires, et des ateliers ont été organisés, donc également des ateliers multi-acteurs, chercheurs, expérimentateurs terrain, ingénieurs défis, techniciens, conseillers, etc., pour essayer de lever ces freins et de voir un petit peu, en particulier, on avait pas mal de questionnements concernant les plantes de service. Et donc, un premier atelier m'a permis de faire le point sur leur faisabilité technique, un deuxième sur les protocoles qui étaient utilisés pour estimer leur efficacité et les règles de décision pour les expérimentateurs. Et enfin, un dernier atelier est prévu en 2024 pour analyser les freins technico-économiques à l'utilisation de ces plans de service en association avec d'autres leviers. On a également un gros travail à faire concernant le levier nutrition azotée, qui, on l'a vu,
en laboratoire est très intéressant, mais qu'il faut pouvoir adapter, bien sûr, au terrain. Et comme le lien entre la nutrition et le rendement est très élevé, il faut vraiment voir dans quelle mesure on peut le mobiliser. Enfin, entre 2024-2025, il va y avoir des enquêtes réalisées pour établir l'acceptabilité ou non économique, socio-économique des différentes combinaisons de leviers. Donc en conclusion, à court terme, on voit que grâce à ce projet, on a une meilleure connaissance des leviers qui peuvent être mobilisés dans le cadre des protections des cultures. Au labo, on a quelques résultats encourageants, notamment sur les combinaisons de leviers avec des effets synergiques ou additifs, mais il reste énormément de travail encore à faire pour pouvoir tester ces leviers et les valider, les résultats qu'on a obtenus en labo, vers le terrain. Donc il va falloir adapter et organiser le choix des leviers. On a notamment des contraintes liées à la réglementation. On l'a vu, l'arrêté abeille, l'homologation ou non des SDP vis-à-vis des espèces cibles. Donc c'est vraiment des freins très importants. On a mis en place des essais qui vont être réalisés en verger, qui vont permettre de valider ou non l'efficacité des combinaisons de leviers, à la fois sur les bioagresseurs qu'on a suivis dans le projet, mais également sur un ensemble d'autres bioagresseurs, leurs ennemis naturels, etc. Donc, c'est très important de réaliser ces essais et puis de réfléchir aux stratégies d'implémentation de ces leviers par rapport aux autres alternatives qui sont actuellement utilisées. Et également, l'ensemble de ces travaux ont été majoritairement réalisés sur pommiers, mais l'objectif, c'est de pouvoir avoir un transfert sur d'autres espèces fruitières. Enfin, à plus long terme, comme l'a dit Marie-Noëlle, pour permettre l'applicabilité de ces leviers à plus grande échelle, il faut pouvoir bénéficier de variétés qui intègrent des QTL de résistance, comme on l'a vu par exemple à la tavelure, faire évoluer la législation et puis développer ou rendre accessible du matériel agricole en fonction de ce qui ressortira de nos tests en verger. Voilà, donc on a besoin vraiment de mobiliser tous les acteurs pour réussir ce grand défi de trouver des alternatives aux pesticides. Voilà, on vous remercie de votre attention. Merci Hélène, Marie-Noëlle et Francesca. On va passer à une séance de questions. On va démarrer par Avignon. Oui, alors on va prendre des questions dans la salle. Je vous demanderai de vous présenter avant de poser les questions, s'il vous plaît. Françoise Roch, excusez-moi. Je suis un peu enrouée. Françoise Roch, présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits. Nous, producteurs, on avait un message à vous faire passer au niveau de l'INRAE. C'est d'avoir oublié les producteurs pendant très longtemps, notamment dans vos messages politiques. Pour être au niveau national, on s'aperçoit que nos politiques, vous leur avez vendu quelque chose qu'ils attendaient. Alors c'est peut-être normal par rapport à l'INRAE, puisque vous avez besoin de fonds publics et que sûrement en vendant la possibilité de sortir des phytos, les politiques ont réagi, mais aujourd'hui, on a des politiques qui pensent qu'il est vrai, qu'il est faisable de sortir des phytos en arboriculture fruitière. Et nous, producteurs, on vous dit, on est avec vous, d'où le t-shirt, pardon. Amis chercheurs, amis chercheuses, nous vous invitons dans nos vergers, parce que nous travaillons dans des conditions économiques extrêmement violentes en ce moment. Nous perdons énormément de rendement de par les impasses que nous connaissons. La sortie des phytos est catastrophique pour l'arboriculture fruitière. Je rappelle que nous sommes une culture pérenne, qu'on a déjà commencé la transition, notamment pas mal d'arbos chez nous sont passés en bio. La réaction du consommateur a été catastrophique. En bio, nous perdons entre 40 et 50% de rendement et les prix sont aujourd'hui au niveau du conventionnel, voire en deçà. Tout ça pour vous dire qu'on est complètement avec vous, mais on a besoin de vous. On a besoin de vous pour que les politiques comprennent qu'il ne faut pas qu'ils nous lâchent aujourd'hui. Ils sont en train de nous lâcher, les politiques. Que ça soit en France, mais le règlement sûr. Là, il y a eu un retournement sur le règlement sûr parce que beaucoup de pays européens ne peuvent pas s'imaginer une transition aussi rapide et violente. Tous les progrès, on les prend. Tout ce que vous avez raconté, ça nous fait vraiment plaisir parce que on cherche des solutions,
Dès qu'on a des solutions adaptables à nos vergers, on les met en place. Filet insectes-proof, confusion sexuelle depuis 25 ou 30 ans, des variétés résistantes tavelures de l'INRA que nous avons dans nos vergers. Tout ça, on le prend, mais il faut qu'on arrête le dogmatisme en France et l'utopisme. L'utopie. L'utopie est en train de nous bousiller et de bousiller la filière. La France n'est pas sous cloche. La France a un contexte économique mondial. L'Europe est un continent libéral. La France est un pays libéral. Les frontières sont ouvertes. Plus on perdra de producteurs et plus on importera. Et on sait que quand on importe, moi, je préfère avoir un paysan à côté de chez moi, savoir ce que je mange, comment il bosse et discuter avec lui, qu'un Marocain qui est en train de bousiller son pays parce qu'il désalinise l'eau et il bousille ses nappes phréatiques. Donc, il faut qu'on arrive ensemble à trouver un moyen de travailler et d'expliquer à nos politiques que ce que vous nous dites, c'est peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mais ce n'est pas aujourd'hui. Voilà le message qu'on voulait vous faire passer. Merci beaucoup. Merci pour votre message. Alors, est-ce qu'on a le temps de prendre une question peut-être sur Avignon, Laure, à Angers ou Julie, 2 secondes. Oui, vous avez le temps pour une question. C'est pas une question, c'est plutôt une réponse à votre remarque. J'ai senti une pointe d'émotion dans votre intervention, très clairement. Bon, je suis en tant que président du centre, donc je vais faire porter ce message. Donc vous êtes attentifs à cette relation entre la communauté des chercheurs et la production. À titre personnel, j'y suis attentif. Je pense que la plupart de mes collègues y sont attentifs aussi. Voilà, ces rencontres vont dans ce sens-là. Et je peux vous assurer que pour la maison, c'est clairement, c'est pas une question facile. Hein. Pour nous aussi, c'est des enjeux compliqués. On est bien conscient de la difficulté de la réponse. On a vu le nombre de solutions qui ont été proposées. C'est des combinaisons de solutions. Pas besoin d'être devin pour comprendre que techniquement, c'est compliqué à mettre en place, que ça demande de l'agilité, enfin, c'est très, très, très complexe et compliqué. Et le souhait de la maison, très clairement, c'est la volonté de vous accompagner, d'accompagner les producteurs dans cette transition pour, je dirais, pour l'ensemble de la collectivité, pour la production elle-même, pour les consommateurs, pour l'environnement, pour la planète. Voilà, on rentre dans cette dimension. On essaye de jouer sur tous ces tableaux, de remplir tous ces objectifs. On nous demande de le faire très rapidement. Il y a beaucoup de gens derrière. Il faut que Yaka, on les entend tous. Il faut que Yaka, enfin, je pense qu'on est sorti complètement, nous, dans la communauté de chercheurs, de cette approche-là primaire et qui n'aboutit à rien. Donc voilà. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais pour vous dire que votre message a été entendu, qu'on le portera, et puis je peux vous assurer que la communauté des chercheurs localement est sensible à ce lien recherche-production. Je pense que c'est une mission de la maison et c'est quelque chose que mes collègues ont intégré dans la plupart de leurs actions au quotidien. Voilà. Merci. Passer la parole à Angers maintenant. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions dans la salle ? Je voulais juste compléter ce que Frédéric disait à Avignon. François Laurence, animateur du GIS Fruits, donc j'en parlais tout à l'heure. Le GIS, c'est une des composantes qui essaie de répondre à ce type de questionnement. Je pense qu'on est vraiment conscient de tout ce que vous dites et tous ensemble, donc recherche, expérimentation, profession, on essaie vraiment de le mettre en place. Je trouve que l'exemple du projet Cap Zéro Phyto là, est un bon exemple où il y a du partenariat, il y a une réflexion autour de la co-conception d'approches, et ce type de réunion, je pense, c'est un bon exemple. Donc, enfin, je trouve que votre discours est inquiète, mais à la fois est positif, parce qu'effectivement, il faut qu'on soit solidaire pour répondre à tout ça. Et moi, j'adhère complètement à tout ce que vous dites, et on essaiera on fait en sorte de faire tout pour que ça avance dans le bon sens.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions autres ou des interventions? Alors, Delphine Taillet à Prifel, et je vais m'adresser au binôme qui vient de parler, donc Marie-Noël et votre collègue dont j'ai malheureusement pas retenu le nom. C'est une question sur les COV et la capacité à les reproduire de manière un petit peu artificielle pour accélérer les processus et justement permettre une meilleure, accélérer une immunité, voire la provoquer. Voilà, c'est une question. Est-ce que vous réfléchissez à ces sujets-là qui sont, à mon sens, des ouvertures d'avenir pour les arboriculteurs? Donc, ouais, question très... où vous en êtes dans ce stade de... on a détecté les COV qui fonctionnent et ceux-là, on est en capacité de les répliquer et de pouvoir les diffuser à grande échelle, un peu en parallèle de ce qui a été fait avec les phéromones. Je vais répondre au niveau Avignon, donc Hélène Gauthier. Au niveau des COV, pour l'instant, on est à l'identification de cocktails de COV, qui sont des molécules potentiellement efficaces pour perturber le comportement des pucerons et leur fécondité. Je sais que, par exemple, par rapport au puceron vert du pêcher, parce que c'est un puceron très important aussi en tant que vecteur de virus de la betterave, il a été pas mal travaillé par notamment une société privée qui est repartie des molécules qui sont identifiées, donc des COV, pour proposer bientôt des granulés qui seront testés en verger de pêcher, puisque c'est aussi un vecteur de virus en verger de pêcher. Et pour l'instant, les premiers résultats donc, de ces composés, en fait, association de plusieurs molécules, ont donné des résultats très intéressants sur ce puceron en champ de betterave. Donc il va y avoir un transfert aussi intéressant pour l'arbo. Pour le disaphisme, on a commencé plus tard en fait ces résultats et on n'a pas encore le cocktail, on va dire, qui est efficace. Donc c'est encore des travaux en cours, mais l'objectif c'est effectivement pas forcément d'introduire les plantes de service, on a toujours ça en tête, mais de pouvoir éventuellement synthétiser le bon cocktail à diffuser dans les vergers. Pour compléter, Hélène, est-ce qu'il y a des travaux sur des diffuseurs dans les vergers ? Alors, pour l'instant, c'est plus en serre. En fait, je sais qu'on travaille avec des collègues du GRAB qui ont testé des diffuseurs vis-à-vis de Drosophila Suzuki, donc différentes matrices, et voir le relargage. Et nous, on capte en fait les composés volatiles, on essaye de voir leur durée d'émission, etc., et puis leur efficacité. Donc, il faut aussi trouver la bonne matrice qui libère les composés dans le temps suffisamment. Bon, c'est des travaux en cours. Et ça pourrait être appliqué aussi à la cerise éventuellement. Enfin bon, il y a d'autres débouchés après possibles. Après, la grosse complexité, c'est qu'on est en système ouvert dans les vergers, comparé aux serres. Donc on a aussi des systèmes de captation pour vérifier que ce qu'on introduit, on le recapte au niveau des fruits ou des arbres. Et là, on est assez optimiste sur le fait qu'on arrive à collecter. Donc on a des systèmes de captation qui doivent être un peu ceux du puceron, donc on peut espérer que voilà, on arrive à trouver des solutions de ce côté-là aussi. Je vais passer le micro à ma collègue Anne, puisqu'elle a travaillé des billes avec... Oui, bonjour, Anne du CTIFL, donc Anne Duval-Chaboussou. Donc avec mon collègue Bertrand Alison, qui doit être dans la salle à Avignon, on a travaillé dans le projet ABAPIC, un projet national interinstitut sur la captation des corps au verger avec des diffuseurs d'huile essentielle. Ça visait le puceron cendré du pommier, donc Disaphis plantaginea. Et on a cherché déjà à valider la méthode de captation des coves, des huiles essentielles qui étaient diffusées par nos diffuseurs. On a fait appel à plusieurs entreprises pour trouver des diffuseurs qui seraient adaptés aux huiles essentielles qu'on voulait diffuser. On a eu du mal à trouver des entreprises qui avaient des diffuseurs qui seraient adaptés. Il y a Andermatt qui nous a proposé un type de diffuseur. Donc on a travaillé avec eux sur un diffuseur où les billes, c'était des billes de polymère qui étaient imprégnées d'huile essentielle. Donc nous, on a testé la menthe poivrée et la lavande. Et donc sur ces billes d'huile essentielle, en fait, on les a posées dans le verger tous les 5 à 10 mètres sur des lignes de pommiers pour perturber le vol-retour du puceron cendré. Et donc on a posé des capteurs pour évaluer à quelle distance les huiles essentielles étaient diffusées et pendant combien de temps.
Voilà, donc on a des premières bases qui nous permettent de voir qu'avec ce type de diffuseur, eh bien, on a très vite un relargage des huiles essentielles. En une semaine, on n'avait pratiquement plus de coves captées et au bout de 10 mètres, il n'y avait déjà plus rien non plus. Voilà, donc c'était un premier pas dans la méthodologie d'utilisation des diffuseurs d'huile essentielle au verger. Mais voilà, on aimerait continuer ce travail-là pour affiner et avancer dans cette méthodologie. Merci. Merci Anne. Alors, je rappelle juste aux étudiants qui sont en ligne, notamment ceux d'Avignon, qu'ils peuvent poser des questions sur le chat. Donc a priori, il n'y a pas de questions pour l'instant. Mais sachez que pour les sessions suivantes, vous pourrez aussi nous poser des questions sur le chat et on gardera un petit temps de réponse à vos questions. Donc, il y a une question dans la salle, je n'ai pas vu. Oui. Une dernière question. Bonjour, Pascal Pinault, producteur en Maine-et-Loire. J'avais une question concernant la diète azotée. Est-ce que la forme d'azote a été mesurée? Est-ce qu'il y a des mesures? Est-ce que c'est des nitrates, ammonium, urée? Voilà. Et est-ce que les conséquences d'une diète azotée ont été mesurées au-delà de la simple défense des attaques? C'est-à-dire que dans le retour à fleurs, ça peut provoquer d'autres stress, de voir un peu plus loin que le stress mesuré. Je vais laisser la parole à Michael Delair, qui est le responsable du levier azote dans le projet. Oui, donc pour vous répondre par rapport au levier azote, pour le moment, on a testé en conditions contrôlées que de l'apport d'azote sous forme de nitrate. Par contre, au verger, bien sûr, et sur nos premiers essais sur plantes en conteneur, on est sur de l'ammonitrate, mais on n'a pas encore assez de recul pour voir s'il y a une différence entre les deux formes d'apport. On a un petit essai sur semis qui a été fait qui semble montrer que ça marche tout pareil, avec l'ammonitrate qu'avec le nitrate, mais ça mérite d'être confirmé. Et concernant l'impact de la diète sur nos essais au verger, pour le moment, on ne voit pas encore d'impact directement sur ces paramètres-là, que ce soit en termes de rendement ou de qualité, mais on n'est pas sur des limitations aussi fortes que celles qu'on applique en conditions contrôlées. Voilà. Il faut rester prudent vis-à-vis du message qu'on peut lancer, parce que bien sûr, sur les formes d'azote organiques, voilà, et c'est la conservation aussi qu'il faut mesurer en verger. Oui. Alors on mesure la qualité à la récolte, la répartition des calibres, etc. Par contre, la grosse difficulté qu'il y a, effectivement, c'est le transfert des essais en conditions contrôlées au champ. Ça devient très compliqué avec la minéralisation au sol, des effets tampons très forts de l'arbre et du sol. On est complètement conscient de ça. D'accord. Et des analyses de sève, vous faites en parallèle de ces mesures ou pas? Alors, on n'a pas fait d'analyse de sève, mais effectivement, ça fait partie des critères qui pourraient être évalués. Oui. Merci. On va passer à la pause café des deux côtés, à Avignon et à Angers. Donc on se retrouve à 10h20. Pour Angers, c'est juste ici quand vous sortez de l'amphi.